Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce programme. Comme tous les jeudis, nous avons affaire à Questions de sport. De nouvelles interrogations au menu de cette édition, deux thèmes majeurs pour animer notre soirée en direct sur Canal 2. On parle tout d'abord de la prochaine période de FIFA qui doit débuter le 2 septembre prochain. Le Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur. On annonçait donc les nominations à venir dans les différentes sélections nationales. Jusqu'ici, il n'en est rien. Nous sommes à presque 10 jours donc du début effectif de cette période FIFA. Le Cameroun ne va pas participer à cette période pour mettre à contribution cette période FIFA et essayer de préparer les éliminatoires de la CAN 2021. C'est la grosse problématique au menu de ce programme ce soir. Et puis second thème, on parlera des Interpools Berthois 2019. On semble s'acheminer vers un des débuts des Interpools assez calme que non. Dénouement de dernière minute avec le grain de riz dans le plat de la Fédération camerounaise de football, Riziard Dunoun, qui vient prendre la place de Volcan Dunoun comme représentant de la région de l'Ouest. Est-ce que Volcan va se laisser faire et autres? On en parle parce qu'il y a également dans d'autres régions des affaires qui n'ont pas été déjà classées par cette commission de recours de la Fédération camerounaise de football. On évoquera également d'autres actualités avec nos invités ce soir. Premier invité, il est journaliste de sport, il est déjà sur ce plateau comme tous les jeudis. Sylvain Kwambi est avec nous, Sylvain de Pressport.com. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Marc, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à tous vos téléspectateurs. D'accord, re-bienvenue sur la question de sport. Merci, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Et je vous accueille avec cette actualité au cœur du Maroc, les Jeux africains 2019. La Cameroun Olympic Team, toujours 8e. On est entré dans la compétition bien avant avec le judo qui a débuté avant le coup d'envoi officiel. On avait déjà la première médaille d'or d'Hélène Ouezo. On va peut-être avoir cela justement en images. Quelle appréciation faites-vous de ce début de compétition? Déjà 4 médailles en tout et une en or. Bon, on va dire que comme on fait son lit, comme on dort. Donc Hélène, vous savez qu'elle se prépare beaucoup plus en Europe, en France où elle vit qu'au Cameroun. Et puis elle était déjà détentrice de cette médaille d'or lors des derniers Jeux de Maputo. De Brazzaville, autant pour moi, voilà, de Brazzaville autant pour moi en 2015. Donc, elle a juste réédité cet exploit-là. Maintenant, il faut peut-être regarder son parcours pour voir quand même que tous ces combats ont pratiquement été gagnés par Ippon, à l'exception, je crois, des quarts de finale où elle a battu au point. Donc, ça veut simplement dire qu'elle était véritablement partie en conquérante et ça démontre que elle a pratiquement déjà dominé le judo féminin africain dans sa catégorie et peut-être il faudrait qu'elle monte d'un cran et puis aille, pourquoi pas, aux Jeux olympiques et essayer de faire pareil de ce côté-là. Maintenant, on remarque aussi que sur le plan collectif, on a outre le match nul des Lions, un but partout. Il n'y a que le handball semble se porter bien avec 3 victoires consécutives. Le volleyball qui a également entamé en fanfare avec une victoire aujourd'hui. Il y a quand même quelques disciplines comme ça qui réussissent à sortir du lot et cela a déjà permis au Cameroun d'avoir une médaille en or, une en argent et puis 2 en bronze. Ça fait un total de 4 médailles. Bon, c'est pas rien. Est-ce que, comme le disait le ministre, ou alors comme le voulait le ministre, on va faire mieux que l'édition de 2015 où on avait eu, je pense, un total de 31 médailles. Voilà, donc est-ce que ce sera possible? Bon, attendons de voir la suite de la compétition. Justement, les dernières informations, les dernières prestations de nos équipes là-bas, les voleuses qui ont gagné leur match aujourd'hui, les handballeuses qui ont enchaîné un 3e succès, et puis la boxe avec Wilfried Sey qui est entré en scène. Qui a également, justement, Wilfried Sey qui a gagné son premier combat hier. Donc, c'est également une réelle chance de médaille. Et vous savez qu'il y a le lancer de poids avec Oriol Ndogmo, qui également est une chance de médaille. Les lions de médaille d'or et les lions de volleyball aussi, qui sont récemment champions d'Afrique, qui sont également une réelle chance de médaille. Est-ce que ce sera aussi possible chez les hommes? C'est possible au regard de ce qu'ils nous ont produit lors de la dernière CAN. Donc, il y a quand même quelques équipes ou alors quelques athlètes qui augurent
des chances de médaille, même si ce ne sera pas forcément en or, ça pourra quand même gonfler la besace. Mais il faut quand même dire que il y a un véritable problème sur le plan de la préparation, parce qu'on évoque toujours la question de moyens, et c'est dommage. Vous voyez que dans une délégation, et vous voyez, et je voudrais, peut-être c'est le lieu de le relever aussi, vous voyez la difficulté avec laquelle les Camerounais sont véritablement informés de ces jeux, du simple fait que les médias n'ont pas eu la possibilité de se déplacer en masse. L'État également, qui normalement devrait se battre pour que un nombre suffisant de médias puissent être là-bas pour informer de l'actualité de sa Cameroun olympique, malheureusement, a une fois de plus brillé par ce concept. On est obligé de racoler un tout petit peu pour avoir les. Donc on est obligé de racoler, appeler souvent quelques confrères marocains, sauf que lui, il va d'abord suivre l'information de son équipe avant de voir s'il peut te donner l'information. La page de la Cameroun Olympic Team, du comité national olympique, malheureusement, n'est pas actualisée. Donc là-bas, si vous allez sur cette page, vous ne saurez même pas le nombre de médailles qu'a le Cameroun actuellement. Donc c'est véritablement un parcours de combattant que d'avoir les informations qui se passent de ce côté-là, et ça relève justement de ce que... Le comité national olympique local ne nous aide pas aussi? Oui, c'est ce que je dis, le comité national olympique local, déjà qu'ils sont forcément là-bas, donc on n'a pas suffisamment d'informations autour de l'équipe. C'est malheureusement dommage, mais bon, c'est le Cameroun. Et on va essayer de faire avec. Bon, on va suivre à l'aveuglette. Dans tous les cas, on aura quelques du moins, informations à vous donner. On ne pourra donner que les informations qu'on aura. De peur de désinformer justement les téléspectateurs. On y reviendra. On rappelle que le Cameroun a toujours ses 4 médailles, dont statu quo, une médaille en or de Hélène Wezé en judo. Et la 8e place. Ouais, on est 8e au classement général. Le Gabon est 6e devant le Cameroun avec ses 2 médailles d'or et 3 médailles en tout. Et il faut rappeler la large domination de l'Égypte. Ouais, bon, c'était attendu. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Justement, deuxième invité ce soir, lui également était un journaliste de sport. Il est rédacteur en chef du côté de Radio Sport Info, une chaîne qui ne traite que de l'actualité sportive à 90%. Junior Hervé Menom est avec nous. Bonsoir Hervé. Bonsoir Marc, j'aurais préféré que vous commenciez Hervé Junior Menom. Hervé Junior Menom, bonsoir. Merci de l'invitation. C'est qui est sûr aussi le CNT, la réalisation ne va pas se tromper. Hervé Junior Menom, voilà votre première question de sport. Bienvenue avec ce bouillon très très chaud. On parle de Choujoya Adjara, qui est nominé pour le prix du but de l'année, prix Puskas de la FIFA. On va justement voir la liste sortie donc par la Fédération internationale de football. On a très longtemps cherché dans notre équipe nationale celle qui allait succéder à Gaël Nganamouit en termes de statut, en termes d'aura, parce que depuis la CAN 2016 au Cameroun, les prestations de Gaël laissent un peu à désirer. Je crois qu'elle a juste gardé son statut par rapport à ce qu'elle représentait, par rapport à ses publicités. Son titre de Ballon d'Or aussi. Voilà, son titre de Ballon d'Or, mais clairement sur le terrain, il n'y avait plus ce leader-là. Choujoya Adjara a démontré à travers cette Coupe du Monde qu'elle était le leader, à travers ce but, à travers même la saison. Elle est l'une des rares professionnelles qui est vraiment professionnelle, suivez mon regard, puisque la plupart de ces filles sont très souvent plus au Cameroun que dans leur club. Elle évolue à un certain niveau, elle marque des buts. Donc clairement, elle est passée à une autre dimension. On rappelle que dans cette catégorie, il y a Lionel Messi, il y a Zlatan Ibrahimovic qui marque presque toujours des buts exceptionnels. Donc clairement, elle est passée à une autre dimension. Je suivais cet après-midi l'histoire de Wendell Lira, qui est un footballeur brésilien, lauréat de ce prix Puskas en 2015, qui a failli se donner la mort avant d'être récompensé, avant d'être sacré meilleur but de l'année. Donc, c'est pour vous dire, et il racontait son histoire, il disait clairement que le fait d'être dans cette salle avec Samuel Eto'o, avec Kaka, avec Marcelo, ça a clairement changé sa vie. Aujourd'hui, il est youtubeur, il fait partie des grands noms pour ceux qui ont les jeux FIFA et consorts. Donc, ça clairement, ça change de dimension à quelqu'un. Il n'a plus voulu mettre fin à sa vie. Il n'a plus voulu, clairement, il n'a plus voulu mettre fin à sa vie. Le voyage qu'il avait fait avec son épouse, qu'il avait effectué avec son épouse, était un voyage de noces, puisqu'il n'avait même pas les moyens de se payer un voyage de noces. Il était complètement la tête dans l'eau. Et sa vie a changé grâce à ce prix remporté, le prix Puskas. Clairement, Joya a changé de dimension. Elle a changé de dimension, et vous le disiez tout à l'heure, son but avait terminé au second rang pour le plus beau but de la Coupe du Monde.
vous expliquer parce qu'il y a eu un processus Ouais. qui a été ouvert avec le choix des experts de la FIFA qui avaient sorti une liste des buts. Tout à fait. Elle est arrivée en deuxième position à cause des votes. Bien sûr. Parce que la Brésilienne qui est arrivée en tête avait eu un nombre incroyable de votes Bien devant sûr. Adjara qui était autour de 300 000 et à peine 75% des Camerounais avaient contribué au vote de ces 300 000. Ouais. Là, cette fois, clairement, le vote va encore faire parler, doit quand même pousser cette fois, on attend un peu plus de votes pour Adjara. Entre parenthèses, je voulais juste dire que les Brésiliens votent beaucoup parce que le joueur dont je venais de parler, Wendell Lira, Oui. il s'est imposé justement parce que c'était un Brésilien et on avait... Son but était également beau. Son but était beau, Ouais. on l'avait clairement plébiscité dans son pays. Donc oui, c'est peut-être aussi une invitation que nous faisons ici en direct sur votre plateau pour demander aux Camerounais de voter parce que ce qui va faire la différence, c'est peut-être même pas la beauté du but, c'est l'adhésion que nous allons mettre tous derrière Adjara. J'ai vu beaucoup de footballeurs, Alexandre Son, Samuel Eto'o, qui appellent à voter. On doit tous appeler à voter Adjara. On espère que ça passera pour elle. Vous le dites si bien. Comment se fait-il, beaucoup de gens se sont posé la question, comment se fait-il que le... Angus Leslie qui a eu Adjara juste après sa nomination, elle parle justement de le fait de la plébiscité parce que le vote compte pour 90%. On écoute Chout Adjara. En fait, le football, c'est un jeu qui s'apprend. Tout vient du travail et c'est les gestes que j'essaye parfois de faire aux entraînements afin de pouvoir réaliser au match. C'est-à-dire, si j'essaie de faire un truc aux entraînements plusieurs fois, ça marche, pourquoi pas essayer au match? Donc voilà. Il faut noter que la FIFA se charge juste de nominer et les résultats se jouent au niveau des votes. Donc, à tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma carrière, je les demande juste de voter pour moi. Il faut dire que c'est l'un des plus grands privilèges de ma carrière, d'être en compétition avec les meilleurs du monde. Et un rêve qui se réalise aujourd'hui, c'est déjà un prix pour moi. Ça me donne juste envie de travailler chaque jour et être toujours au top. Parce que je pense que c'est le plus important. Parlant du ballon d'or, je pense que le ballon d'or, c'est la plus belle des récompenses. Et je crois bien que tout vient après le travail. Je fais juste ce que j'ai à faire sur le terrain et tout viendra par la suite. Donc, je travaille dur chaque jour. Je donne le meilleur de moi chaque jour. Après, on verra bien. Chout Joya Adjara qui se prononçait sur ce ballon d'or africain 2019. Alors, Hervé, c'est votre thème de ce soir, Ouais. Adjara. Alors, j'ai deux questions. Première, on chute d'abord avec potentiel ballon d'or africain 2019 au regard de sa Coupe du Monde, au regard de sa saison en Norvège avec Valerenga, plus d'une vingtaine de buts cette saison. Est-ce qu'une joueuse africaine a fait mieux que Adjara sur le plan individuel, le plan également collectif cette année? Parfois, la comparaison est faite avec les Nigérianes. Et force est de constater que les Nigérianes sont quasiment passées tout à côté au choix là, qui fait souvent le poids avec les Camerounaises, a fait une petite Coupe du Monde. Je crois qu'elle a terminé même blessée, sa Coupe du Monde. Du côté du Cameroun, il n'y a qu'elle. C'est vrai qu'on peut dire également que les Sud-Africaines ont montré de bonnes choses pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais la Coupe du Monde est un peu venue les plomber. Donc clairement, vraiment sans aucun chauvinisme, le favori c'est Chounjoya Adjara. Et tout le monde va tomber sous son charme avec cette nomination-là dans une catégorie pour quand même les trophées au plus haut niveau du monde. Ça risque de ne pas lui échapper. Au niveau de la FIFA. Donc, à tous les niveaux, sur le plan, sur le terrain, en dehors du terrain, côté charme, côté terrain, elle mérite largement. Et on ne sera pas on présente notre dernier invité de ce soir. Sacré. Notre dernier invité de ce soir, c'est un entraîneur de football. Martin Biletanga est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Marc, bonsoir aux co-panélistes. Un jour particulier pour vous en ce jeudi, côté cœur. On vous laisse
Oui, côté comme tu l'as dit, évidemment, le 22 août, c'est un jour vraiment particulier pour moi. Pourquoi? Parce que les deux femmes les plus importantes de ma vie fêtent leur anniversaire aujourd'hui. La première, c'est ma maman. Donc, juste après, là, on sera très à insomnia. On ne va pas dormir, oui. On dira ça. Donc, la première, c'est ma maman, la princesse Élise Ngome Manga Akwa, donc, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, elle est octogénaire déjà, donc désormais. Et puis, la deuxième, c'est mon épouse. Donc, c'est un peu comme une coïncidence, mon épouse également qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon, on va dire quoi, moi je l'appelle, on l'appelle Chouchou de Bill. Et quand on dit Chouchou de Bill, ça me fait penser à une autre chouchou. Déjà, je leur dis joyeux anniversaire à toutes les deux. Ça me fait penser à une autre chouchou. Celle-là, c'est Chouchou Lembe, l'épouse de Alex Lembe, qui porte le même nom que son mari parce que son patronyme, c'est Lembe. Et elle a épousé Alex Lembe également. Elle est une fidèle spectatrice de ils sont à l'écoute justement de questions de sport. Avec vous, on parle des coupes africaines interclubs. Ça reprend ce week-end avec les matchs retour. UMS de Loum s'envole donc du côté de Kinshasa pour défier l'AS Vita Club. Il y avait eu 0-0 au match aller. Et puis Stade Renard s'apprête à accueillir à Limbe cette fois la formation du Daring Club Motema Pembe. Stade Renard s'était incliné au match aller 2 buts à 0. Alors Clément, quelles sont les chances des Camerounais? On peut chiffrer nos chances à combien? 40, 30% de qualification? Donc, disons que je ne m'avance pas beaucoup pour ce qui est de prononcer en termes de pourcentage. De toute façon, les chances des Camerounais ne sont pas si élevées que cela. Stade Renard a perdu au match aller par 2 buts à 0, c'était à l'extérieur, donc un match important à jouer à domicile face à un adversaire qui a déjà pris l'avantage au score. Il suffirait à cet adversaire que je pense quand même plus en jambes que Stade Renard au vu de l'état de compétitivité des joueurs et même de l'équipe actuellement. Donc je pense que cette équipe va arriver avec un potentiel supérieur à celui de Stade Renard en l'état actuel. Et l'équipe mène par un avantage de 2 buts à 0, ce sera assez compliqué. Il faudrait toutefois que l'équipe de Stade Renard, on va dire comme ça, pourquoi pas, que l'équipe aille chercher. Et à ce moment-là, il faudrait que l'équipe soit véritablement conquérante et qu'elle bénéficie d'un minimum de réussite pour pouvoir y arriver. Ce sera néanmoins compliqué parce que là, on est en train de jouer contre un adversaire qui me semble assez organisé, qui peut profiter de la volonté et du désir de Stade Renard de se jeter vers l'avant pour pouvoir surprendre l'équipe de Stade Renard. Je le dis pourquoi? Pour une raison toute simple. Au plus haut niveau, les équipes sont très organisées. Le seul moment où les équipes de haut niveau ont un peu de désorganisation, un peu de déséquilibre, c'est lorsqu'elles viennent de perdre le ballon. Et si Stade Renard a le ballon et veut se projeter vers l'avant, à ce moment-là, l'équipe doit s'attendre à des contres du côté adverse, parce que c'est à ce moment-là, pendant ces phases de transition, que la véritable compétition se joue. Et Stade Renard, mené par 2 buts à 0, ayant un déficit de 2 buts à remonter, va très probablement essayer d'être conquérant. On connaît également que l'entraîneur de Stade Renard, nous savons Bertin Ebouélé, il aime le jeu vers l'avant. En même temps, si on s'en tient à ce qu'il avait fait avec Coton Sport de Garoua, il ne protège pas assez ses arrières. Ça peut passer avec un peu de chance, ça risque de moins passer. Quelle est la tactique à adopter pour Stade Renard, qui est déjà mené par 2 buts à 0 et qui doit éviter de prendre un but à l'extérieur, sinon ce sera dans question un but à domicile, sinon ça sera plié. Alors la tactique c'est quoi? Comment on joue ce type de match? Attaque à outrance ou bien être prudent la première période et se lâcher en deuxième période? Disons que c'est valable les deux, mais la meilleure façon, les meilleurs risques à prendre, c'est... Il faut faire le retard dans la première période. Pas tout le retard. Pas forcément tout le retard. On peut marquer un but en première période, et puis parce qu'un match de football c'est quand même 90 minutes, mais il faut avoir déjà un mental d'acier pour essayer d'y arriver. Maintenant, pour ce qui est de la tactique en elle-même au niveau de l'option tactique, oui, et il faudrait que Stade Renard soit conquérant à un moment ou à un autre du match, soit en début, soit toute la seconde période, mais il faudra que l'équipe soit conquérante. Et alors, jouer de cette manière-là, évidemment, tu as dit, ça peut exposer l'équipe. On peut prendre des dispositions
par rapport aux phases comment dire, de transition, pour ne pas se laisser surprendre, c'est ce qu'on appelle l'application, ce qu'on appelle la défense permanente, c'est-à-dire la mise en place d'une organisation défensive alors qu'on est en position de balle, alors qu'on est en train d'attaquer. Et cela, comment dire, on applique cela. Cela obéit à certaines règles, c'est ce que je veux dire, avec un tracé qui a montré son efficacité. C'est-à-dire la défense, les défenseurs qui restent derrière le ballon sont plus ou moins en ligne avec une ou deux sentinelles devant, donc un tracé anti-inversé qui permet donc de couper, du moins de minimiser les velléités contre-offensives adverses. D'accord. Pour ce qui est de UMS, oui, UMS a fait 0-0 ici, ira à l'extérieur. Nous avons eu l'occasion de discuter un tout petit peu avec le staff de UMS. Je pense que de ce côté-là, on a opté pour le pic de forme parce que actuellement l'équipe n'a pas commencé sa préparation comme cela se devait. Mais en un match, beaucoup de choses restent possibles. La stratégie, c'est quoi? Attendre et voir venir, puisque là, c'est l'adversaire qui a intérêt à s'imposer à domicile. Oui, c'est une stratégie qui peut marcher. Elle peut marcher, pourquoi? Parce que statistiquement, dans le jeu, on marque plus de buts sur attaque rapide et sur contre-attaque que dans le jeu réel. C'est-à-dire que sur attaque placée, je veux dire. Oui, donc New Stars... UMS, autant pour moi, sera en train de jouer à l'extérieur face à Vita qui, à domicile, devra faire le jeu. Pour faire le jeu, devra donc avoir le ballon. Mais il faudrait que du côté de UMS, on soit très bien organisé derrière et surtout sur le plan mental, être prêt parce que le stade sera plein à partir de 10 heures. Donc, il y aura quand même 70 000, 80 000 spectateurs qui vont pousser les gars de AS Vita. Donc, même si on attend, on ne devra pas être trop bas pour ne pas... opération compliquée en toute somme. On est à moins de 50% en pourcentage de chance de qualification de club. Ouais, c'est clair quand même. Ça passera pas. Ouais. Moi, je pense que ça passera pas parce que la mentalité, même aujourd'hui au Cameroun, n'est plus à la Coupe d'Afrique. Personne ne veut de cette Coupe d'Afrique. Il faut qu'on se dise les choses clairement. Ni les présidents de club, ni les entraîneurs, ni la fédération, ni le ministère des Sports, personne ne met les moyens. Vous voyagez très souvent, Marc. On n'a même pas besoin de voyager. On a vu l'organisation des clubs adverses ou adversaires des équipes camerounaises. La Coupe d'Afrique est une religion au Congo-Kinshasa. La Coupe d'Afrique est une religion au Congo-Brazza. La Coupe d'Afrique interclub est une religion dans les autres pays, surtout en Afrique de l'Ouest et de plus en plus en Afrique centrale. Au Cameroun, on a complètement oublié cela. On ne veut plus gagner une Coupe d'Afrique ici, interclub. Il faut se le dire clairement. Dernière date, c'est 1981, c'est ça? 81 avec l'Union sportive de Douala. Beaucoup de gens en back-office vous confient que en fait, ça leur gâche la saison. Les présidents de club vous disent que ça leur gâche la saison. Ils attendent l'argent de l'État. L'État qui dit qu'il faut vous battre vous-même pour vous trouver des financements et notre argent va venir à un moment bien précis. Tout le monde se rejette de la responsabilité. Les entraîneurs de football eux-mêmes, ils n'en ont pas besoin, ils n'en veulent pas parce que ça leur plombe également la saison. Je crois qu'il n'y a que les joueurs qui veulent jouer cette Coupe d'Afrique, mais non pas les gens. Ils n'ont clairement pas les gens. On fera le débat la prochaine fois. Ce que je voulais dire en quelques minutes, mais après, c'est quand même incongru que vous vous qualifiez, vous attendez que ce soit l'État qui vous donne. Je suis d'accord que l'État doit jouer un rôle, mais la subvention de l'État, ce n'est qu'un appui. Ce n'est qu'un appui. Ce n'est pas comme si vous n'avez rien et vous attendez que c'est l'État qui vous paye les billets d'avion, c'est l'État qui vous loge, c'est l'État, Non, mais après, il faut qu'on arrête avec... c'est là où la fédération doit aussi veiller à ce que les clubs qui représentent le Cameroun soient assez outillés. Le championnat est fini quand? C'est depuis Bellurette. Depuis Bellurette. Mais vous savez que vous êtes qualifié en ayant terminé premier. Ça fait au moins 4 ou 5 mois. Le calendrier est sorti quand? Et entre le calendrier et la date où vous avez été qualifié, je pense que beaucoup... Moi, on fera le débat une prochaine fois peut-être. Je dis 15 euros, je suis désolé. Mais lorsque Hervé Junior est en train de parler, je suis obligé quelque part de lui donner raison. Il ne peut pas y en être. Il n'y a pas une vraie préparation autour. Une équipe qui veut aller en Coupe d'Afrique ça met des moyens. Ça se prépare. Ça toujours forcément les moyens. Oui, mais attends, ok, il n'y a pas de moyens. C'est ça qui pousse une équipe à commencer sa préparation à 10 jours de l'événement. Voilà. D'accord. Et puis on a vu toute une AG de l'Afrique. On n'en parle pas. Personne n'en parle. D'un projet de récupération de nos places perdues
compétitions On n'en veut africaines. On en fera un autre débat la prochaine fois. Voici le petit biscuit, le facteur X de ce jeudi. Je vous propose de suivre cet enchaînement d'une joueuse qui évolue en Russie en commentaire du coin, version originale. Ensuite, Aboudi Ongene Gabriel qui était buteur tout à l'heure. Retour en direct justement après ce tour en Russie et ce but de Gabriel Aboudi Ongene qui va manquer au Lyon puisqu'elle fait partie des joueuses absentes du côté de l'Éthiopie pour ce deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques zone Afrique. Elles sont nombreuses qui sont retenues en club, qui peuvent faire jouer ce match aller puisque ce match aller ne tombe pas dans la période FIFA. Et justement, parlant de cette période FIFA, c'est le premier thème de ce soir. Courte transition et puis on en parle avec nos invités de ce soir. À tout de suite. De retour sur le plateau de questions de sport. Premier thème, période FIFA. À quoi joue le duo FECAFOOT, ministère des Sports? Question Hervé Junior Ménom. Moins de 10 jours de cette période FIFA. Ça fait quand même plus d'un mois que la CAN est finie, qu'on a limogé Clarence Zeedorf. On n'a toujours pas de sélectionneur. Et la période FIFA va nous filer sous les doigts. C'est ce qui semble être le cas, puisqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de sélectionneur à la tête de cette équipe. Et même de l'annonce d'un match amical. Qui plus est, avec peut-être un intérimaire en attendant, mais là, on n'a même pas de programme, on n'a pas d'adversaire, aucune communication autour. J'ai reçu le 12 août dernier un responsable de la Fédération camerounaise de football, membre du comité exécutif, et je lui posais justement cette question. Je lui demandais, mais pourquoi ce silence autour des Lions indomptables du Cameroun depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations? Il me disait que le dossier est sur la table du chef de l'État et que dans les jours qui arrivent, on en saura un peu plus quant aux sélectionneurs. C'est ce que j'ai envie de vous dire, Marc. C'est clair que la période FIFA de septembre, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas en profiter. Parce qu'il n'y a pas de sélectionneurs, parce qu'on n'en parle même pas à la Fédération camerounaise de football. C'est vraiment dommage, surtout que les Lions indomptables du Cameroun doivent reprendre de service en novembre prochain. Je rappelle que les Lions joueront ici contre le Cap-Vert en éliminatoire de la CAN 2021. Ce sont des éliminatoires en principe qui ne comptent pour rien, mais ils nous aideront à préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, à quelques semaines, quelques mois de cette grande préparation pour la CAN qu'on aura à domicile, on n'a même pas encore de sélectionneur, on n'a pas de shortlist puisqu'il faut toujours passer par le cap des shortlists. C'est vraiment dommage et c'est vraiment criard. Pas la période FIFA, mais d'abord le fait qu'il n'y ait pas de sélectionneur. D'abord le fait qu'il n'y ait pas d'intérim, Marc Chouamau. Parce que la particularité, c'est qui est un peu incroyable dans notre pays, c'est que, et que vous ne retrouverez pas forcément dans les autres pays, quand le sélectionneur n'est pas là, quand on le limoge, aussitôt on nomme un intérimaire. Mais là, l'intérimaire, c'est qui? Est-ce que c'est Joël Lepalais? Il faut le dire. Parce que peut-être lui-même, il ne se considère pas comme un intérimaire. Une autre lecture peut être faite. Quelqu'un peut se dire, Joël Lepalais a été nommé dans la vague de Clarence Seedorf. Donc, s'il est démis, Seedorf, eh bien, il est démis avec tout le monde. Et Palais, Boumson et consorts. Qui, aujourd'hui, répond de l'équipe nationale du Cameroun? C'est la grosse question, c'est le gros point d'interrogation. Pas de matchs amicaux, c'est moins grave que de n'avoir pas un sélectionneur. Ouais, comme on dit, le calendrier est pourtant bien établi. Le prochain mois, on tombe dans les éliminatoires de la CAN 2021. Quand on sait que lors des éliminatoires de la CAN 2019, censé être un galop d'essai pour préparer la CAN 2019 qu'on allait accueillir, au finish, on se retrouve en train de jouer des matchs de qualification pour cette CAN. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre de nos erreurs quand même, Sylvain Kwambi? Parce qu'il peut arriver que l'on perde cette CAN 2021. On peut se retrouver dans le même cas de figure. Alors, il faut qu'on prépare cette compétition. Non, tant qu'on y est. Quelle que soit la figure, si on perd la CAN, que vous ayez joué les qualifications ou pas, bon, vous êtes ça fait deux éditions. Cette fois, ça va nous échapper. Peut-être il faut le dire dès maintenant, avant qu'on vous traite de tout. Ça ne va pas nous échapper, oui. Vous savez que cette fois-ci, quel que soit le cas de figure, peut-être c'est pour ça que ça n'ébranle pas les autorités de trouver rapidement un coach. Parce que dès qu'on perd la CAN, c'est 2 éditions directement. Ouais. Donc, on ne va pas participer à l'édition 2021 et à l'édition 2023. Donc, peut-être, c'est pour ça que ça ne les ébranle pas. Je vous pose cette question. Oui. Cette période FIFA n'était-elle pas importante pour
notre je, équipe. je vous présente donc les enjeux futurs pour vous faire comprendre que s'ils sont déjà lancés dans cette perspective de ces enjeux que je viens de vous présenter, alors ça ne les ébranle pas d'avoir un coach parce que c'est quand même nous sommes en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Vous voyez le nombre de temps qu'on va passer sans participer à une véritable compétition, peut-être les qualifications de la Coupe du Monde, mais on peut attendre encore pour avoir un coach. Ça, c'est pour rester dans la perspective de ce que nos responsables, nos administratifs pensent le plus. Pourtant, même si on est dans cette perspective-là, c'est donc le temps de se mettre au travail et de commencer à bâtir quelque chose. On doit recevoir la CAN et on doit la gagner quand même, parce qu'en 72, ça n'a pas été le cas. Oui, on pourrait. Moi, je ne suis pas... C'est pas parce qu'on a dit... Bon, restons dans le cas de figure, Sylvain. Restons dans le cas de figure. La CAN nous appartient. Elle est à domicile. Comment on se prépare pour la gagner puisqu'on n'a toujours pas de sélectionneur? Marc, vous êtes dans le cadre de on reçoit. Moi, je suis dans le cadre de on pourrait recevoir. Parce que je vous prends un exemple, et c'est ce qu'on a toujours dit. L'accord cadre, vous savez que l'accord cadre, tant qu'il n'est pas signé, ça ne vous octroie pas de manière définitive l'organisation de la compétition. Donc ça n'a pas encore été désigné. Voilà, donc ça n'a pas encore été désigné. On a un gros retard sur le plan infrastructurel, donc je préfère rester prudent. Maintenant, s'il faut prendre l'option de ce qu'on pourrait organiser la CAN, c'est dès maintenant qu'on doit commencer à se préparer. Je discutais avec un arbitre, lui par exemple, qui estime Évariste Menkwande, qui a pris sa retraite et qui est aujourd'hui instructeur des arbitres, et dans une interview, il m'a clairement dit que si on veut un arbitre, par exemple, pour arbitrer la CAN 2021 et pourquoi pas la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde, c'est dès maintenant qu'on doit commencer à se préparer. Donc, il n'y a pas de logique qu'à ce jour, on n'ait pas un sélectionneur qui puisse commencer à faire un travail. Voilà, qui puisse même un intérimaire. Bon, peut-être la logique voudrait que lorsque le patron et son adjoint ne soient pas là, que le troisième adjoint prenne la relève. Peut-être on est dans cette logique-là, donc on ne sera pas surpris que lors du prochain match, que ce soit Joël Palais qui se retrouve là à coacher. Ça me donnerait. Martin Billet-Tanga, de votre temps quand vous étiez, on va dire, coach adjoint dans une équipe sur le plan local, en tant que coach adjoint, peut-être ça remonte à très longtemps, lorsque l'entraîneur principal est viré, est-ce que vous attendez que vos patrons vous demandent de tenir l'équipe, de prendre les rênes, ou bien vous, déjà, vous montrez en tant que coach adjoint que c'est vous qui allez prendre l'équipe en main, vous prenez des initiatives comme cela? Est-ce que vous attendez un signal de votre tutelle, de votre patron? La question est dans l'absolu. Oui, sur le plan général. Oui, un adjoint qui est là, lorsque le principal n'est pas là, est-ce que c'est à lui de prendre? Ça dépend de ce qui est... Est-ce qu'il conduit déjà les séances d'entraînement? Ça dépend, voilà, dit, en principe, ça dépend de ce qui est consigné dans le contrat. Donc, dans le contrat, dans la plupart des... c'est-à-dire dans certains contrats, vous allez vous retrouver, peut-être si vous êtes entraîneur adjoint, pour ceux qui officient souvent comme entraîneur adjoint, il y a une chose qu'on vous demande. Au cas où l'entraîneur principal n'est pas là, c'est vous qui assumez les responsabilités d'entraîneur principal. À ce moment-là, votre contrat vous donne, de facto, d'assumer l'intérim en cas de vacances. Par exemple, pour ce qui est de la sélection nationale, le staff technique, notamment les deux néerlandais qui étaient à la tête ont été mis de côté, ils ont été limogés. Si c'est un adjoint, peut-être camerounais, comme on va dire, qui doit prendre la relève, il faudrait quand même qu'il y ait une note de service qui va leur donner la possibilité, qui va lui donner la possibilité d'assurer l'intérim. Jusqu'à présent, je ne sais pas, il n'y a eu aucune note de service à ma connaissance dans ce sens-là. Au moment du limogeage, ou quelques temps après le limogeage du duo néerlandais, il y avait la possibilité pour le président, par exemple, de la Fédération camerounaise de football, de sortir une note de service confiant l'intérim de la gestion technique, dans le staff technique, par exemple à un tel ou à un tel. Cela n'a pas été fait. Il est probable qu'aucun d'eux ne puisse
qu'ils ne se sentent véritablement concernés pour le moment. Lorsque, comment dire, Alexandre Bellinga était coach adjoint. Coach adjoint et que le sélectionneur a été viré, il y avait une note de service qui est sortie, qui faisait de lui, qui l'intérimait, donc il lui donnait le pouvoir et les responsabilités à faire. J'ai envie de dire que c'est normalement comme ça que ça se passe. Ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. La fédération ne l'a pas encore fait. Voilà pourquoi elle est fautive. Voilà pourquoi on la met face à ses responsabilités. Je vous disais que j'ai discuté avec quelqu'un qui est membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas botté en touche et qui a confirmé que bel et bien ils sont en train de chercher. Il ne m'a pas dit qu'il y a des adjoints qui peuvent prendre le relais parce qu'ils savent que ce n'est pas possible. Et on va aller très loin. Politiquement, ce n'est pas possible. Politiquement, ce n'est pas possible qu'Epalé devienne le sélectionneur principal des Lions. Ce n'est pas possible. Même intérimaire? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que c'est trop dangereux. Alors, ils se retrouvent butés. Il y a trop d'enjeux. Dans une situation qu'eux-mêmes ils ont créée. Oui, il y a trop mis des adjoints. Et ces adjoints-là ont un rôle bien précis. On est au Cameroun, on sait ce que c'est que devenir sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Ce n'est pas pour tout le monde, avec tout le respect. Avec tout le respect. Pour être précis, entrons dans. Ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour diriger les Lions indomptables du Cameroun. C'est ce qu'on vous dira à Yaoundé. Sidorf n'avait pas cette expérience. L'expérience, c'est quoi? Ils n'ont pas les diplômes requis. Qu'est-ce qui leur manque? Sidorf s'appelle Sidorf. Sidorf s'appelle Sidorf. Et il n'est pas Camerounais. Et pas les booms sont légers sur le plan du management. C'est léger, c'est ce qu'on vous dira à Yaoundé. Je le dis parce que j'ai eu un débat il y a quelque temps avec certains confrères sur le sélectionneur ou le probable futur sélectionneur de l'équipe A' du Cameroun, qui logiquement doit être quelqu'un du cru, qui logiquement doit être un entraîneur local qui maîtrise les joueurs parce qu'il est avec eux au quotidien. Il y a des noms qui sortent, il y a Laurent Diam qui a quasiment tout remporté ici, il y a Doumé Bousso qui traîne toujours là, il y a les Martin Biletanga qui commandent ce championnat, qui connaissent ce championnat. Mais vous verrez, je suis quasiment certain qu'on ira chercher quelqu'un de politiquement correct pour mettre justement ceux qui connaissent le travail en forme d'adjoint, parce que ce sera le CHAN qui sera au Cameroun et on veut quelqu'un qui représente beaucoup de choses pour une compétition qui sera à la maison. C'est pas très facile. Donc, je voulais revenir là-dessus pour dire que c'est pas automatique. Voilà pourquoi Epalé ne peut pas se prévaloir d'être le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale du Cameroun. Je reste sur l'équipe A'. Vous voyez Rigobert Sambaranak qui a été muté chez les A', chez les U23, autant pour moi, jusqu'à présent, il n'y a personne chez les A'. Le débat fait rage. Certains disent, tant qu'on ne l'a pas enlevé officiellement des A', il reste sélectionneur des A' et des U23, il peut cumuler. Mais vous et nous qui sommes dans le football, on fait comprendre aux gens que juridiquement, ça peut tenir, mais sportivement, ça ne peut pas tenir. Non, ça parce peut. qu'il ne peut pas... Flora Ibenga a été... Mais il y a une décision qui est sortie quand même, non? Qui le mutait chez les U23. Oui, qui le mutait chez les U23, mais qui n'enlevait pas des A'. Sauf que, dites-moi comment est-ce que Rigobert Song peut cumuler ces deux fonctions avec des A' qui ont une compétition importante comme le CHAN sur place, où il doit être focus dès maintenant, parce qu'officiellement le CHAN a lieu en janvier, et se concentrer avec les U23, alors qu'il a une CAN U23 en novembre, il ne s'est même pas encore qualifié. Comment, qui est qualificatif pour les Jeux Olympiques, elle a un grand intérêt aussi. Tout à fait. Est-ce qu'il va donc mettre? Il a quasiment le pied dans deux pantalons. Vous lui demandez, je ne sais pas qu'est-ce que vous lui demandez de faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout. En fait, je prends cet exemple pour dire et pour traduire, pour illustrer la situation dans laquelle nous sommes, et je continue à dire que c'est une situation qui est très bien connue de la Fédération camerounaise de football. Ils n'ont pas botté en touche. Ils disent qu'ils vont prendre des décisions dans les prochains jours. Eh bien, on attend. D'accord, on attend. Justement, cette situation, ce quiproquo, cet embrouille, la Fédération camerounaise de football doit quand même essayer d'éclaircir toutes ces zones d'ombre-là, quand même. Là, on se retrouve dans une situation où on n'a toujours pas de sélectionneur, alors qu'on annonçait depuis quelques jours, les rumeurs et autres, que le ministre a travaillé avec la FECAFOOT sur les nominations dans plusieurs sélections. Sauf que ça traîne. Aujourd'hui, il est du côté du Maroc pour assister la Cameroun Olympic Team. Nous sommes à 10 jours de la période FIFA, ce qui ne s'en préoccupe pas. Le Cameroun a quand même un classement FIFA honoré. Il y a quand même des engagements à le faire. Il y a des rentrées d'argent parce qu'un match, c'est aussi faire rentrer l'argent de la Fédération camerounaise de football. Les autres sélections en ont besoin. Le football amateur aussi, avec les interprètes qui arrivent. Comment ça se passe? Quelle est cette politique
qu'on n'arrive pas à comprendre à la Fédération camerounaise de football. Pourtant, on avait annoncé c'était une FECAFOOT New Look quand même, Sylvain. Est-ce que vous avez déjà un seul jour compris la politique de la FECAFOOT? Je n'étais pas encore né professionnellement. Non, je dis, bon, depuis que vous êtes né, bon, même quand vous n'étiez pas professionnel, après quand vous êtes passé professionnel, est-ce que vous avez un seul jour compris la politique de la FECAFOOT? C'est de ça dont il est question. Il n'y a aucune planification. Vous me parliez de FECAFOOT New Look, mais attendez, depuis que l'équipe Momodio est arrivée, vous voyez qu'on ne part que de fiasco en fiasco. La CAN, l'équipementier, les sélections, le football jeune, le football féminin. On ne part que de fiasco en fiasco. Et ça ne fait que continuer. Et malheureusement, cela est entretenu par le ministre des Sports qui ne s'occupe que, apparemment, beaucoup plus du football. Comme ça a toujours été le cas pour tous les ministres qui sont passés là-bas, qui ne vouent que pour le football. Qu'est-ce qui peut justifier qu'on en soit à tergiverser sur la nomination des entraîneurs, ne serait-ce que sur le plan local, c'est-à-dire laissons même d'abord les Lions indomptables, parce que là-bas on cherche beaucoup plus à l'international. Sur le plan local, Marc Chouamou, vraiment les yeux fermés, si je vous demande 3 sélectionneurs pour me gérer les A', vous allez citer, et quand vous allez citer, ce sont des entraîneurs qui vont faire l'unanimité. Sylvain, ça ne peut pas être facile parce que, comme on l'a dit, oui, le CHAN n'est plus le CHAN, n'est plus une compétition lambda. Oui, le CHAN va à se domicile. jouer On n'a jamais au gagné cette Cameroun, compétition. devant le chef de l'État. Il y a beaucoup d'enjeux. On ne peut pas nommer n'importe qui. On ne nommera pas n'importe qui. Peut-être c'est pour ça que ça traîne aussi. Bien sûr, c'est pour ça que ça traîne. Ce que je veux dire, ce que vous et moi nous connaissons seront les enjeux ne sont pas sportifs. Tout à fait. C'est ce qu'il faut dire. Parce qu'on n'a aucune capacité, et ça je le dis, on n'a pas la capacité de gagner le CHAN. Il faut qu'on se le dise. Donc sur le plan sportif, vraiment... je l'assume. Je dis on n'a pas la capacité de gagner le CHAN. Le plan purement technique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne refuse pas que tu l'assumes, oui. Voilà. Je veux arriver sur le volet technique. À quoi c'est une période FIFA? Quand on est dans une sélection, à quoi c'est une période FIFA? Pour une sélection nationale, à la veille du début des éliminatoires, comme les éliminatoires de la CAN 2021. Les périodes FIFA sont des périodes qui sont très importantes. Si c'est il y a 20 ans, il y a 25 ans, les sélections avaient la possibilité comment dire, de se regrouper, si je peux dire ainsi, de regrouper leurs joueurs, surtout les joueurs du terroir, pendant une période relativement longue pour travailler ensemble et ainsi de suite. Et après, comme au Cameroun par exemple, après les joueurs professionnels allaient négocier leur libération pour arriver. Aujourd'hui, ce genre de regroupement, surtout pour les sélections A, ce n'est pratiquement plus possible. Sinon, presque à la veille d'une compétition, peut-être vous disposez d'un peu plus de temps. Alors les périodes FIFA sont tellement importantes. Pourquoi? Parce qu'elles permettent comment dire, aux équipes de se regrouper, donc aux joueurs de se retrouver pour travailler ensemble dans des objectifs dont certains sont immédiats, c'est-à-dire le match à jouer, mais en réalité des objectifs à moyen ou à plus ou moins long terme. Donc il faut être ensemble pour travailler. Les joueurs, généralement, ils sont dans des clubs. Ils n'ont pas toujours la possibilité d'être en sélection. Donc c'est des occasions à saisir qui sont très importantes. Sinon, vous pouvez rester comme ça 8 mois, 1 an, sans vous retrouver. Et puis, un jour, vous arrivez, à ce moment-là, vous n'êtes plus une équipe, vous êtes juste une addition de... Une addition de... Et à ce moment-là, ça ne servirait pas à grand-chose. Lorsque le Cameroun, ça me dérange un tout petit peu, le Cameroun est en train de laisser passer une période FIFA. Les joueurs, à quel moment ils vont être complices, à quel moment ils vont apprendre à se connaître, à quel moment ils vont se retrouver, à quel moment... Peut-être faire aussi le bilan de cette CAN. Oui, le bilan de la CAN. Il y a des choses, des événements qui fédèrent les esprits, Marchouamou. C'est parfois quand on se retrouve ensemble pour mettre en place l'esprit d'équipe. Il dit au-delà même. Il dit au-delà même de ce qu'on pourrait voir sur le plan tactique, parce qu'en réalité, lorsqu'on se retrouve ainsi à ces périodes, dans des périodes au temps réduit, il est difficile de travailler convenablement. Alors, Hervé Junior Ménom, pendant les périodes FIFA, les internationaux vont dans les pays justement disputer ces matchs amicaux, parfois officiels, puisqu'il y a désormais en Europe la Ligue des Nations, ce qui n'est pas encore le cas au Cameroun. On a souvent, en Afrique, on a souvent lu des interviews de grands joueurs qui racontaient leur mal-être d'être en club lorsque les autres sont dans leur
pays. Est-ce que c'est comme ça que vont se sentir nos Camerounais, nos joueurs en club? Parce que dans quelques jours, ils seront délaissés, ils vont rester en club, manger cacahuètes et autres, alors que les autres seront dans des compétitions avec des éliminatoires et autres. C'est sûr qu'ils vont rester en club. Mais j'entends depuis votre studio ici des gens nous dire, parce que les gens trouvent toujours des raisons à tout, que le Sénégal ne jouera pas et également a décidé de ne pas utiliser cette période de FIFA. Sauf que le Sénégal, c'est le Sénégal. Ouais. Le Sénégal a des certitudes. Le Sénégal a un sélectionneur. Et le Sénégal, dans son communiqué, a dit « Nous ne jouons pas la période FIFA de septembre, mais on jouera celle d'octobre. » Ils sont scientifiques. Ouais. Ils sont organisés. Nous, on a plus besoin de cette période FIFA que de n'importe quelle équipe africaine. J'ai envie peut-être j'exagère, mais quand on voit le manque d'âme de l'équipe nationale du Cameroun pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ne convoque pas rapidement les joueurs? Surtout qu'au-delà de l'aspect technique, vous savez qu'il y a un problème, il y a un malaise en équipe du Cameroun. On sort d'une compétition avec beaucoup de malaise. Je suivais Idriss Carlos Kameni sur le plateau de la CRTV. Je crois le seul joueur qui a réussi à s'exprimer, qui a pu s'exprimer lors de la finale de la CAN. Il était invité là-bas et il a confirmé le malaise qu'il y a dans cette équipe nationale. Ce n'est pas l'agrégat ou alors ce qu'on est en train de mettre sur pied, le comité éthique, ce n'est pas ça qui fera gagner. Est-ce que c'était pas justement le moment peut-être de faire venir ces joueurs et de mettre des choses terre à terre très clair, de clarifier? Merci Marc, parce que justement on peut les appeler pour faire même un regroupement ici, et leur dire ce qu'on a envie de leur dire ici. Avec un match, avec deux matchs amicaux ou un match amical. On a installé les membres de ce comité d'éthique pompeusement comme on le fait toujours au Cameroun. C'était l'occasion de dire, ben, voilà la charte que nous avons déjà rédigée, surtout que je crois qu'ils avaient 30 jours pour travailler. Oui. Voilà, je ne sais pas si les 30 jours sont dépassés. Dans le joueur. Voilà la charte que nous avons rédigée. On vous présente cela. Vous êtes une nouvelle cuvée. S'ils veulent, ils convoquent de nouvelles personnes. Mais il ne fallait pas laisser passer cette date parce qu'on n'a pas d'âme en équipe nationale du Cameroun. Et après, au prochain mois, on entre déjà dans une compétition quand même, Sylvain Kwambi. Au mois d'octobre, on aura 2 journées déjà. Au mois d'octobre, justement, on doit prendre le mois d'octobre en considération parce qu'il faut préciser encore à nos téléspectateurs qu'en novembre, on doit jouer. Du 9 au 11 novembre, on a 2 matchs quasiment. On a le Cap-Vert qu'on reçoit ici, on doit se déplacer au Rwanda. Pour les éliminatoires de la CAN 2021, nous sommes bien placés. Pour savoir que les éliminatoires, il faut les prendre vraiment bien. Il ne faut pas s'amuser avec. Oui. Parce que si on s'amusait avec les éliminatoires de la CAN 2019, on ne se serait pas qualifié. Donc, à tous les niveaux, ces éliminatoires sont à prendre au sérieux dans le cadre de la préparation et dans le cadre de sait-on jamais. Sylvain, s'il y avait une Ligue des Nations africaine, le Cameroun aurait-il snobé cette période FIFA? Peut-être parce que comme c'est une période FIFA où il n'y a pas un engagement importantissime, c'est pour ça que les gens ne se pressent pas à trouver un sélectionneur. D'ailleurs, aucun appel d'offres n'est sorti. Bien quand ça sort très souvent, on prend souvent un entraîneur qui n'est pas passé par l'appel d'offres. Mais dans tous les cas, il n'y a pas eu de communication jusqu'ici, ni chez les A', ni chez les Lions professionnels. Et on se souvient quand même que le sélectionneur des Lions a sorti une liste bien après que les joueuses soient déjà en stage. Peut-être par peur qu'une liste puisse sortir et balayer sa liste des joueuses qu'il a convoquées pour l'Éthiopie. Marc, vous posez une question en répondant vous-même à la question. C'est-à-dire, honnêtement, je suis à chaque fois amusé quand on se retrouve à vouloir parler d'organisation. Soit on commente un système, soit on reste tranquille. Tout ce qu'on doit faire, c'est commenter le système et se projeter sur ce qui devrait arriver logiquement par rapport au système. Vraiment, la notion d'organisation n'intéresse pas nos responsables, nos dirigeants. Je vous dis, la notion d'organisation n'intéresse pas. Je vous prends un exemple. On va peut-être parler des Interpol. Regardez à quel moment on sort une décision pour extirper une équipe de la compétition, lorsque cette équipe est déjà sur le lieu de la compétition. Donc, la notion d'organisation, honnêtement, on va observer que ça avait été le cas pour la CAN féminine. On avait extirpé le Kenya. Oui, malheureusement, le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'on aime justifier notre bêtise par une bêtise qui a été faite ailleurs. Et lorsque vous voulez maintenant prendre le bon exemple qui a été fait ailleurs pour vouloir justifier notre bêtise ici, on va commencer à... Comparaison n'est pas raison. On va vous dire comparaison n'est pas raison. C'est malheureusement le cas. Je vous dis, la notion d'organisation n'intéresse pas nos dirigeants.
Tout à l'heure, il parlait des enjeux, il parlait de l'âme qu'on devrait avoir dans cette équipe. Mais bon Dieu, Arthur Georges était ici. Qui ne regrette pas aujourd'hui le départ, du moins pour ceux qui aiment ce qu'on appelle organisation, pour ceux qui aiment les choses structurées, qui ne regrette pas le départ d'Arthur Georges. Hugo Brosse était là dernièrement. On l'a sacrifié à l'autel des intérêts égoïstes. Mais on a vu cette équipe au Gabon. 100 joueurs, comme on le dit jusqu'aujourd'hui, de classe mondiale, de classe exceptionnelle. Mais on a vu ce que c'est qu'une équipe. L'âme. Voilà, l'âme. Du simple fait que, parce que quand on parle éthique, rédaction des histoires d'éthique, tout ça ne peut avoir de sens que si vous avez un entraîneur qui a de la personnalité. Et la personnalité, ce n'est pas le fait d'avoir gagné 30 Coupes d'Afrique ou je ne sais pas trop quoi. La personnalité, c'est la rigueur que vous-même, personnellement, vous mettez dans votre travail. C'est de ça dont il est question. Et on a vu comment... Mais Hugo Brosse, on a souvent même critiqué sa communication. Mais j'ai même le sentiment qu'il avait tellement étudié l'environnement qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire. Et je mets au défi quiconque de nous dire... Il ne communiquait pas tout le temps, il savait communiquer. Voilà, il savait communiquer quand il faut. Quand il arrive, il a dit Vincent, même si nous prenons voilà, il a dit Vincent Koulou, je ne vous aide pas. Et j'ai même le sentiment que cette communication a révolté ces gars et ça a eu un impact positif dans la suite de la carrière de ces gars. Parce qu'au sortir de cette carte, on a vu encore que c'est eux qui ont été ceux-là qui ont véritablement donné le trophée. Voilà. Donc, quand vous avez ce type de personnes, on n'en veut pas au Cameroun. D'accord. Et vous avez vu comment ils nous avaient même prévenu par rapport à l'affaire du Bruxelles Gate. Mais on a réussi à tourner tout ça en dérision. On nous a amené justement. On nous a ramené un duo néerlandais qui, malheureusement, certainement respectait le deal qu'ils s'étaient dit au départ. Et après, bon, ils sont partis. Tant mieux. Donc la notion d'organisation ne nous intéresse pas. C'est même pas le deal, je ne sais pas. Mais moi, je pense que sur le plan, je vais me limiter au plan technique. Moi, personnellement, j'ai milité pour le maintien de Seedorf. Ne serait-ce que pour qu'on ait au moins une équipe qui peut travailler. Il n'était pas ridicule sur l'ensemble de la compétition. Sur certaines séquences de jeu, il a montré de bonnes choses. Je pense que le véritable problème de ce duo néerlandais, de Seedorf, c'est qu'il n'avait personne pour le regarder dans les yeux et pour le mettre au travail. Il faisait ce qu'il voulait. Il n'était pas stable. Il n'était pas stable. Il était capable de venir en conférence de presse. Je suis désolé. En conférence de presse. Je suis désolé, il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Il était capable de venir en conférence de presse. Je ne pense pas. Je vous le dis, il était avec des éléments à l'appui. Il était capable de venir en conférence de presse et de vous dire que... Il était comme un électron libre. Ses patrons aiment sa façon de travailler, c'est-à-dire le fait de débarquer toujours à quelques heures du match. Je pense que c'est juste ça, cette volonté-là, cette indépendance-là qui a été un gros problème pour les Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, j'aurais voulu qu'on le recadre, et si on le recadrait, il pouvait y avoir des choses. Parce que je dis, à cette Coupe d'Afrique des Nations, moi j'ai vu à des moments de belles séquences de jeu. Qu'on n'avait pas vu depuis fort longtemps. Je crois même, j'ai vu depuis très longtemps une équipe soudée avec son entraîneur et son sélectionneur. Wow. Ils étaient ensemble. Ils aimaient leur sélectionneur. Wow. Maintenant, en Égypte, il y a des choses qui sont passées. C'est pourquoi j'écris waouh. Il y a des choses peut-être qui se sont passées. Moi, je ne lis pas dans les enveloppes fermées. Moi, je commande ce que j'ai vu sur le terrain et je confirme, je persiste là-dessus. S'il y avait véritablement un patron dans le navire, des gens qui pouvaient regarder Seedorf dans les yeux et lui dire voilà comment on voudrait que tu travailles. S'il y avait des gens qui étaient concentrés par rapport à la compétition et pas superficiels et pas ailleurs. Non. Les joueurs. Non, on avait l'impression qu'il avait des comptes. Je vais vous prendre un seul élément pour vous démontrer qu'en fait, il était aux ordres. En conférence de presse à Yaoundé avant qu'il ne parte, on lui pose une question sur le cas Jacques Zoua. Il a été tellement élogieux que lorsqu'il a même il a fallu utiliser Jacques Zoua, ça n'a pas été le cas. Et après, on se pose quand même des questions. Mais vous ne pouvez pas être élogieux envers un joueur et vous ne lui donnez même pas 30 secondes sur l'air de jeu. Mais c'est quand même curieux. Pourtant, on parlait d'un compartiment assez délicat. On parlait d'un compartiment assez délicat. Vous dites que les joueurs étaient avec leur coach. Je suis désolé, Junior. Cette équipe m'a ressemblé à celle de 2015, de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Avec Finke. Je dis c'était tout
on vous donnait l'impression justement que cette équipe était unie. Mais je vous dis, c'était tout sauf une équipe. Et il y a des révélations graves que certains joueurs ont eu le courage de faire en offre à la presse. Je dis des révélations extrêmement graves qui montraient que cette tanière était complètement émiettée avant même qu'on n'ait pas... C'était dans l'occasion de venir planifier les choses, de venir clarifier les choses à cette période FIFA. Sylvain, lui, il est dans la profondeur. Moi, je ne suis pas dans la profondeur. Moi, je me limite à ce que je voyais. Vraiment, le derrière la scène... Vous ne saurez vous limiter à ce que vous voyez. Le derrière la scène, moi, ne m'intéresse pas. Moi, je vois une équipe qui était brinque-ballante parce qu'il y avait véritablement un désordre. Il n'y avait pas de capitaine. Il n'y avait pas de capitaine dans le bateau Cameroun. Il y a des joueurs en équipe nationale du Cameroun qui ne méritent pas le statut qu'on veut leur donner. Et sportivement, je parle sous le contrôle du coach, ça s'explique. Je ne cherche pas forcément à expliquer ça par la présence d'une force obscure qui a mené à titulariser un tel ou un tel autre. Je dis sportivement, ça s'explique. Choupo-Moting, pour moi, je peux le dire, Choupo-Moting, pour moi, c'est un très bon joueur, mais il ne fait pas un capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. On fera le débat. Ça, c'est sportif. On fera le débat sur la question. Je préfère laisser le débat obscur à Sylvain. En conclusion, la période... Je ne peux rien dire à propos. Coach, on a eu le temps imparti à ce thème est arrivé à son terme. On retient que cette période FIFA n'a pas été exploitée par le Cameroun, donc on n'a pas mis à contribution. Et on attend de voir à quand le futur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, à quand le futur sélectionneur des Lions à prime du Cameroun, à quand ce tsunami annoncé du côté du ministère des Sports. On attend, pourquoi pas. On a vu avec Ibenge, il y a 2 ans. Coup de transition et puis on parle du second thème avec ces Interpol 2019 du côté de Berthois qui font parler d'eux. Quelques heures seulement du début de ces Interpol-là, il y a des changements, il y a on va dire quoi, du suspense et autres avec des clubs qui entrent en scène à la dernière minute en rebondissement, comme on peut le dire ainsi. On va vous présenter un peu le stade de Berthois qui va accueillir cette compétition. A tout de suite. De retour sur le plateau de questions de sport pour la dernière partie de ce programme. On prend en images ces images tournées par notre correspondant dans la ville de Berthois, Kizito Koumaï, qui a donc accompagné cette descente du préfet donc de ce département où se trouve là donc la ville de Berthois. Berthois avec son stade, stade de la FECAFOOT qui n'est pas terminé, mais on va remarquer que c'est une pelouse synthétique qui va donc accueillir ces Interpol. Un choix qui au départ a laissé songeur et qu'on regarde, il faut déjà qu'on précise que la tribune n'était pas terminée, donc il n'y a pas de vestiaire dans ce stade de Berthois. Un commentaire avec Julien Ménom. D'abord, le choix de Berthois, est-ce que ça vous a plu dès le départ de délocaliser ces Interpol pour cette zone? On aurait beaucoup plus pensé à Yaoundé où il y a un peu plus d'infrastructures et qu'on aurait pu avoir un peu plus de supporters dans les radins. On peut jouer partout, Marc. Maintenant, c'est justement à ceux qui en voient jouer. De prendre la bonne décision. Ils sont bien au courant, vraiment à part s'ils ne savaient pas. Je le dis parce que il y a quelques jours, nous avons reçu au téléphone le responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football qui semblait lui-même ne pas savoir que ce stade est dans cet état-là. Parce qu'il discutait quasiment avec... Parfait Siki. Il discutait quasiment avec notre collègue qui lui faisait l'interview. Donc c'est comme si lui-même il ne savait pas que ce stade n'est pas achevé. Le stade n'est pas que la pelouse. La pelouse elle est praticable, mais le stade, surtout pour une compétition comme les Interpol, a besoin d'une clôture viable, a besoin des vestiaires. Les vestiaires n'existent quasiment pas parce que les gens se soulagent à l'air libre. Un stade a besoin des tribunes. C'est pas le cas. On rappelle que ce stade-là faisait partie du pipe. À l'époque de ces stades-là, ou alors de ce programme de développement des infrastructures mis sur pied par Tombi Aroko Sidiki. Et c'est donc dans ce partenariat-là avec les municipalités qu'il fallait donc que ce stade-là soit complètement achevé. Voilà justement les tribunes. La FECAFOOT a fait entre guillemets, son travail, sa part de travail. Maintenant, les municipalités avaient pour objectif de s'occuper des vestiaires et des tribunes. Ce qu'ils, visiblement, donc, la municipalité de Berthois ou les municipalités de la ville de Berthois n'ont pas réalisé. Donc, la Fédération camerounaise de football devait descendre sur le terrain
toucher du doigt et prendre la décision. Mais je vous dis, quand nous avons mené cette enquête chez nous, on s'est bien rendu compte que de par la bouche du responsable de la communication, il ne jugeait pas le mal aussi grave pourtant à travers vos images. On voit bien que Sylvain, ces images ont été tournées après que l'Africa Foot ait décidé d'envoyer ses Interpol à Berthois au lendemain, puisque la descente s'est faite après. Y a-t-il pas eu une mission d'éclairage pour venir d'abord essayer de voir dans quel état était ce stade de Berthois, puisque les tribunes, il n'y a pas de vestiaire, les tribunes sont délabrées en dehors de l'aire de jeu synthétique qui est encore fonctionnelle. Marc, même si on avait... On parle là maintenant de la sécurité Oui. des acteurs Même- et des personnes qui viennent au stade. Même si on avait le Camp Nou à Berthois, je voudrais bien, c'est vrai, on va dire, il faut bien que le football se joue partout, mais il ne me semble pas qu'il y ait un véritable championnat qui se joue à Berthois. Non. Il ne me semble pas. C'est un championnat départemental. mais- Vous savez, quand je dis un véritable championnat, vous savez comment ces choses à la sont taille organisées. des Interpol, Voilà. au moins. Donc, au moins sur le plan de l'opportunité. Parce que en fait, nous qui aimons à peine un événement ne sommes pas encore lancés, qu'on veut déjà en faire une propagande. Nous qui aimons donc la propagande, quel est l'intérêt de porter une compétition comme les Interpol? On a quand même, pour ceux, c'est vrai, je n'étais pas encore professionnel à cette époque-là, mais j'entendais au moins les échos de ce qu'étaient les Interpol. Vous avez l'impression de vivre une compétition comme la CAN. C'est-à-dire, il y avait une telle chaleur. Je suis sûr que quand je le dis, coach Billet Angajoua, il semble avoir la chair de poule parce qu'il se souvient justement de cette belle époque-là. Parce qu'il a vécu cette époque-là. Donc, On a fait monter des clubs. quelle est l'opportunité, honnêtement, sportivement, sur le plan sportif, sur le plan de la communication, sur le plan marketing? Quelle est l'opportunité, quel est l'intérêt à envoyer une compétition à Berthois? Ça, c'est la première question. Maintenant, sur le plan infrastructurel, vous savez que le Cameroun, pour l'instant, n'a véritablement pas d'infrastructure que dans deux villes. Limbé, du moins le sud-ouest, et Yaoundé. Donc, voilà les deux villes. Parce que le public aussi, ça compte, ça fait le marketing, ça permet de vendre. Mais, donc, sur ce plan-là, il n'y a que deux villes actuellement au Cameroun à même de pouvoir accueillir une compétition Alors, de cette Billet envergure. Tanga, si vous- Pourquoi aller à Berthois? Mettez-vous un peu dans la peau d'un entraîneur d'un des clubs qui va donc prendre part à ces Interpol du côté de Berthois. L'aire de jeu synthétique, déjà, il y a une préparation forcément spécifique pour les terrains synthétiques, même les crampons que l'on porte. Mais quand vous regardez quand même les alentours, est-ce que vous vous sentez protégé? Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe, où il y aura quand même Après, il faut dire des qu'ils enjeux, ils sont habitués à jouer des dans ces enjeux très conditions-là. Marc. importants, Ils ne sont jamais protégés quand on ils peut jouent. quand même avoir quelques égarements de la part des supporters et autres. Est-ce que vous sentez que vous êtes à l'abri, même des tribunes et autres, que voilà un stade qui doit... Un serpent, quand je vois les humains, c'est Évidemment. pas que facilement vous. Oui, moi, je suis amoureux lorsqu'on joue sur des terrains. Si on est à AS Dibamba, est-ce qu'on doit être serein lorsqu'on prend la route pour aller très bien? Bon, je vais dire quoi? Je vais pas d'abord prendre AS Dibamba s'est qualifié à Camara et je puis là-bas aussi, vais c'est pas tout la pas prendre le cas de sérénité. AS Dibamba, je préfère d'abord parler. Avec clôture. Je préfère d'abord parler comment dire. Allez-y, bien. Oui, dans l'absolu, comment dire, l'aire de jeu me semble convenable, les alentours beaucoup moins. Mais maintenant, il faut regarder, lorsque les gars vont arriver, lorsqu'ils viendront jouer là, est-ce que cet environnement sera totalement différent de l'environnement dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer? L'aire de jeu peut-être. Mais pour ce qui est du reste, c'est les clubs de division régionale qui viendront évoluer là. Donc en venant évoluer là, c'est des clubs qui sont habitués à jouer sur terrain nu, pour la plupart d'entre eux. Mais coach, c'est des clubs qui aspirent à être professionnels puisque la Ligue 2... Ça, je refuse pas, ils viennent de terminer une saison en amateur. Oui. Donc ils sont encore dans une saison en amateur. Mais là, c'est la transition, on doit déjà les préparer au professionnalisme. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Oui, ces Interpol aussi je dis- ce rôle-là, non? Oui, est-ce qu'ils seront dépaysés? Parce que oui, c'est là le véritable problème. Est-ce qu'ils seront dépaysés? Est-ce que AS Dibamba a joué Vous un avez le seul match sentiment sur que terrain les synthétique? professionnels jouent sur mieux, Marc? Je pense pas. Je pense pas que AS Bamba a joué un match sur terrain synthétique. Voilà pourquoi Non, je dis, ils sont aussi dépaysés oui, aussi. je dis, l'aire de jeu me paraît correct, mais est-ce que ces gars ont l'habitude de jouer sur ce genre d'aire de jeu? Donc il faudrait une certaine adaptation. Peut-être qu'on va leur donner la possibilité aux équipes de pouvoir ils sont allés bien avant, oui. voilà, donc, se préparer sur ce terrain. Maintenant, pour ce qui est de tout le bazar qu'il y a tout autour, dans l'environnement, manque de vestiaire et tout,
c'est désolant C'est le quotidien, de voir cela, mais c'est malheureusement... Même en Ligue 1, c'est le quotidien. Malheureusement, c'est le quotidien des équipes des équipes de région. Donc, qu'on s'habille, qu'on s'échange, comment dire, en plein air, qu'on se soulage sur les herbes, je ne sais pas moi, où là, c'est malheureusement le quotidien pour eux, ils ne seront pas dépaysés pour autant. Mais c'est des images qu'en réalité, on ne devrait plus voir, et surtout aux compétitions de l'organisation de ces Interpol. Sur le plan organisationnel, nous sommes à 3 jours du début effectif de ces Interpol et une décision tombe à 19h10 d'un réseau social de la Fédération camerounaise de football. Interpol édition 2019, je relate. Sur une décision de la commission des recours de la FECAFOOT, Volcan du Noun a été disqualifié du tournoi Interpol 2019. Suite à cette décision, un nouveau programme du tournoi sera rendu public dans les prochaines heures. Alors, Sylvain Kwambi, Volcan du Noun, il était déjà à Bertois, selon nos informations, et que c'est désormais Rizière du Noun qui doit prendre sa place, parce qu'on reproche à Volcan du Noun d'avoir aligné 2 joueurs inéligibles lors de ces barrages du plan régional de l'Ouest. Une région de l'Ouest qui a rendu son verdict il y a plus de 2 mois aujourd'hui. Pourquoi ce n'est qu'à 3 jours du début effectif de ces Interpol que cette décision tombe? Parce que justement, ce sont des batailles, c'est des calculs politiques, des calculs du frais du village, des calculs de ceci. C'est pour ça, sinon, pour une ligue régionale qui a fini plus de 2 mois, rappelons que la ligue régionale de l'Ouest est la première à généralement terminer, à livrer ses champions. Et ces champions restent souvent comme ça plusieurs mois avant d'attendre qu'on programme un tournoi comme les Interpol. Donc, de cette période à aujourd'hui, combien de décisions sont sorties à la FECAFOOT sans qu'on ne daigne s'intéresser à ce cas-là pour attendre 24 heures? Je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 décisions qui sont sorties aujourd'hui. Voilà, il y a au moins 2. Non, j'ai dit entre la période où le recours a été introduit à ce jour, combien de décisions sont sorties à la FECAFOOT? On a même suspendu à vie des anciens dirigeants et tout, sans qu'on ne daigne s'intéresser à celle-ci qui était urgente pour l'organisation d'une compétition. Encore qu'on connaît la modestie des moyens de ces différentes équipes-là qui déjà, vraiment, c'est avec beaucoup de peine. Voilà, c'est avec beaucoup de peine que cette équipe certainement s'est retrouvée à Bertois. Et vous savez que la ville de Bertois, ce n'est pas la porte d'à côté. Donc c'est de ça dont il est question. Donc ça pose un problème justement d'organisation. Et c'est pour ça que je vous disais que l'organisation, en fait, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est juste aussi faire pour faire, parce que bon, il faut bien faire, et après, rien. Hervé Junior Ménom, selon nos informations, le règlement de la compétition a été communiqué aujourd'hui, oui, alors qu'on avait demandé au club de confirmer la participation 1 semaine avant. Comment se fait-il que c'est à 3 jours qu'on remet de règlement la compétition des Interpol, alors que le tirage a été effectué quand même depuis plusieurs jours? Les gens se préparent effectivement par rapport à ce règlement. Entre autres. Parce qu'il y a la notion de gestion d'une compétition. Oui. Ah oui. Et lorsqu'on est en train de gérer une compétition, on tient compte du règlement particulier de la compétition. Donc, ça permet de préparer son équipe, son groupe, par rapport à ceci ou à cela, de faire des calculs par rapport à une compétition dans laquelle, par exemple, en cas d'égalité, on privilégie la meilleure attaque. Tu ne vas pas forcément la préparer comme une compétition où, en cas d'égalité, on va privilégier la meilleure défense. Ou bien le fair play. Oui, ou le fair play, ce n'est pas forcément la même chose. Comment comprendre ça, que ce soit à 3 jours ou à 4 jours qu'on remette le règlement, alors que les équipes étaient censées confirmer leur participation 1 semaine avant le début de la compétition, qu'il y a eu un tirage où il y a eu les représentants des équipes, on aurait pu leur remettre le règlement de la compétition à ce moment-là, Hervé Junior. En fait, vraiment, on est dans le mauvais rôle. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent vont penser qu'on fait un procès ad vitam aeternam à la Fédération camerounaise de football. Sauf que les faits sont lassants, les faits sont désolants. C'est-à-dire si on n'arrive pas à organiser des interpools, je pense qu'au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, on doit bien se marrer en ce moment même. Parce que vous connaissez le conflit quasiment aujourd'hui. Le président de la fédération avait traité, qui n'avait pas adoubé ce championnat qui traitait. Oui, de bancal. Voilà, donc les Interpools. Les Interpools, c'est un problème. La Coupe du Cameroun, c'est un problème. Ce sont les quelques tournois ou compétitions organisées par
la Fédération camerounaise de football de façon directe. Donc, on n'est pas là pour parler juste. On est là parce qu'on déplore, en fait. C'est-à-dire, moi, personnellement, moi, je ne suis pas là pour parler. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été très mal à l'aise d'écouter le président, le responsable de la communication de la FECAFOOT, alors qu'on lui pose un problème et qu'il nous renvoie, nous, journalistes, à repartir à Berthois. C'est-à-dire, on lui dit, mais monsieur le responsable de la communication, le stade de Berthois n'est pas prêt. Et qu'il nous renvoie quasiment à nos études comme les aînés aiment bien le faire. Oui. Je pense que ce n'est pas respectueux pour nous. Et aujourd'hui, les images viennent confirmer qu'on était bel et bien dans le vif. Peut-être que votre correspondant, avec les paroles, il ne confirmait pas maintenant avec les images. Je voulais juste confirmer quelque chose. En fait, répondre à votre question initiale, votre question préliminaire de départ. Vous demandiez où est-ce qu'il faut jouer. Marc, on peut jouer partout au Cameroun. Parce que à Berthois, ce sont des Camerounais qui sont là-bas. Ils ont besoin qu'on aille jouer là-bas. Maintenant, c'est à ceux, c'est ce que je disais, qui organisent de se rassurer. Je crois que vous l'avez dit quelque part dans l'émission à un des panélistes, d'aller voir la mission, d'aller toucher du doigt pour savoir si on peut véritablement jouer. Maintenant, si on veut absolument jouer dans cette région-là, qui est une fantastique région, qui est même souvent dépaysée et abandonnée, si on veut aller jouer là-bas pour faire plaisir aux populations de l'Est Cameroun, bon Dieu, qu'on prépare le terrain avant d'envoyer les équipes et de menacer les journalistes qui posent des questions. Non, mais ce qu'il faut dire, quand je revenais tout à l'heure sur le port... La FECAFOOT aurait pu travailler de concert avec la mairie. Quand je revenais tout à l'heure sur le port... Ils sont en train de travailler parce que le sous-préfet est sur le terrain. C'est maintenant qu'ils sont en train de travailler. Oui, parce que ces images ont été tournées en début de semaine. Voilà, un homme d'affaires qui allait rencontrer le sous-préfet et qui veut mettre beaucoup d'argent pour qu'on refasse la tribune et qu'on construise des vestiaires en planche rapidement pour qu'on joue samedi. Voilà. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de l'opportunité, en fait, c'est pour ça que je parlais de l'intérêt sportif. Parce que si l'intérêt est sportif, je dis, il n'y a que 2 villes au Cameroun qui peuvent logiquement accueillir sur le plan logistique des compétitions de cette envergure. Si on a vraiment le souci de la bonne organisation, il y a que Limbé, peut-être Ouéa, et puis Yaoundé. Voilà les 2 villes qui logiquement peuvent accueillir des compétitions n'est pas encore de cette envergure. Et il y a Bafsam aussi. Non, Bafsam en chantier. Toute la ville en chantier. Je vous parle des villes qui peuvent actuellement, en l'état actuel, accueillir des compétitions de cette envergure-là. Il y a Yaoundé et Limbé. Et à la limite, Boya. Maintenant, on sait, on connaît un peu le contexte. Mais je dis, sur le plan logistique, voilà les 2 villes. Donc, quelle est l'opportunité d'aller à Boya? Les gens sont beaucoup plus dans des calculs. À Berthois. Les gens sont dans d'autres calculs que l'intérêt sportif. Est-ce que ça ne laisse pas libre cours à la corruption? Mais c'est pourquoi je vous dis que les achats de matchs et autres, parce qu'on va y en venir. C'est pour ça que je vous dis, les gens sont dans d'autres calculs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt sportif. Vous savez qu'à partir de là, il faut recruter les nouveaux promus en Ligue 2 pour commencer à les mouler dans tout ce qu'on vivra comme faux à la LFPC et tout ce qu'on vivra, on vivra comme Micmac à la LFPC. Vous savez que dans tout cela, il faut dire que bon, vous de cette région, vous devez m'élire parce que vous voyez que je vous ai envoyé un tournoi là-bas lors des prochaines élections à la FECAFOOT. Donc voilà un peu. Et maintenant, il parlait tout à l'heure du responsable de la communication, mais il est coutumier des faits. Il est coutumier du fait. Pour lui, la presse, ce n'est que des petits plaisantins devant lui. Il n'a aucun respect pour la presse pratiquement. Le responsable de la communication. La seule personne à la fédération qui me semble avoir un peu d'humilité de répondre à une quelconque sollicitation, c'est le secrétaire général actuel. Mais le responsable de la communication, honnêtement, il n'a que cure. Il est juste là pour les faire valoir, et bon, peut-être justifier ce qu'il a justifié là-bas, et le reste, il s'en tape. Il est difficile que vous l'interpellez. Ouais. Est-ce qu'on peut revoir ces images à la réalisation véritablement? Et c'est comme ça que c'est toujours. Malheureusement, voilà les types de personnes avec qui on compose pour faire l'administration du football. Et on se retrouve dans ce genre de situation. Rapidement, en une virgule, dire que vraiment, Sylvain, il a ses mots. Hein. Moi, je ne vais pas jusqu'à ce niveau, mais j'estime juste que sur le coup, Parfait Seki, puisqu'il faut le nommer, n'a pas joué franc jeu et n'a pas vendu la compétition Interpol, parce que c'est lui qui quasiment fait que les gens s'interrogent davantage sur cette question. Je crois qu'il s'il répondait franchement à la question, aux questions des journalistes par rapport à l'état du stade de Berthois, ça n'allait pas pousser les uns et les autres, les différentes rédactions. J'embrayais sur ce que vous disiez sur le fait d'avoir été nargué, justement, pour vous dire que ce n'est pas nouveau, c'est récurrent. Et la plupart des une question pour Billet Tanga. De mémoire d'entraîneur, vous avez joué
des Interpools. À l'époque, c'était pour jouer en première division, donc un cran un peu au-dessus. Mais vous avez des Interpools dans l'arrière-pays. Est-ce que les faits de corruption sont plus graves ou bien le risque est plus grand d'avoir de la corruption dans ces zones-là que lorsqu'on joue en métropole? Est-ce que, quand vous regardez le contexte, lorsqu'on joue dans l'arrière-pays, est-ce que le risque est plus élevé de corruption, si on peut le dire ainsi? Les achats de matchs, de corruption de joueurs, de vente de matchs et autres, puisque c'est un peu très éloigné aussi Bon, c'est vrai que de la presse, puisqu'il n'y a pas un gros déploiement de la presse. C'est vrai que la corruption elle est plus ou moins généralisée au Cameroun. Quand on voit le classement que nous occupons souvent. Maintenant, généralement, c'est-à-dire en utilisant le bon sens, on va dire, quoi, la corruption dans la plupart des cas, ça se passe en dessous de table, fait en cachette, quoi. Et il est plus facile de faire des choses en cachette là où c'est caché que de les faire là où... Si déjà en saison où les matchs ne sont pas retransmis et autres, c'est donc que de les faire en pleine lumière. Lorsqu'un match se joue à Douala, à Yaoundé, désormais à Limbe où tous les journalistes ont pris l'habitude, notamment ceux de la région du Lita, de se déporter pour aller voir des matchs. Il y a quand même 3 caméras de Canal 2, ainsi de suite. Il y a quand même 8-10 caméras. Oui. Là, il y a certaines choses qu'on peut éviter. Voilà, il y a des fins limiers qui seront en train d'essayer de scruter un peu partout. Et l'arbitre lui-même qui va diriger peut-être une rencontre, c'est que s'il fait du n'importe quoi, les images des caméras risquent de révéler n'importe quoi, révéler ses forfaits. Donc on peut dire que c'est plus facile dans l'arrière-pays de faire certaines choses que de les faire ouvertement devant tout le monde. Ok. Moi, je voulais juste dire qu'après, du moment de reporter, est-ce que maintenant, je suis pas absolument sûr que c'est pour cette raison-là qu'on a amené les Interpools à Bertois. Mais de moment de reporter, Hervé Junior Ménom, vous avez certainement déjà vécu ou couvert des Interpools hors de Douala et de Yaoundé. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a la chaleur? Est-ce que le cadre est propice à une corruption élevée ou bien ça joue franc jeu? C'est clair que c'est des matchs très enlevés, justement en dehors de Yaoundé et de Douala. C'est vraiment des matchs parce que dans les villes un peu reculées, on n'a pas ce niveau de la compétition tout le temps. Donc c'est des matchs qui drainent du monde et donc c'est très tentant. Je l'avoue, c'est très tentant de marchander pour avoir une victoire. Mais je n'ai pas envie qu'on aille sur ce volet. Ne souhaitons pas, n'apportons pas la malchance. On n'a plus que 9 minutes. Ouais, n'apportons pas la malchance à ce tournoi que l'on veut beau, que l'on veut festif. Je voulais juste dire que, en fait, c'est mais est-ce que vous pensez que les responsables veulent ce tournoi? Je pense que ce qu'on dit ici ne va pas changer grandement quelque chose. Là, comment on règle le cas de Volcan du Noun? Parce que là, on est désormais on a 11 équipes pour 10 places. Pour débuter la compétition. Je voulais juste terminer en disant ils sont en train de s'activer sur le terrain. Je crois qu'il faut juste les encourager. Ouais. Pour qu'on ait ce qu'on aura. On aura ce qu'on aura. On fera forcément le bilan après. Je ne pense pas que ce stade-là, il n'est pas bon, c'est clair, pour le niveau de la compétition. Mais on va jouer, forcément. On va jouer dans ce stade. Après, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue là-bas. On va jouer les Interpools comme ils se joueront là-bas. Le plus grave, c'est le cas. Le terrain, lui, il est beau, hein, sauf que les gars... La pelouse n'a pas de problème. Oui, voilà pourquoi je pense qu'on peut jouer, parce que ce n'est pas un match de Coupe d'Afrique des Nations. La qualité du synthétique, le fait le synthétique, on arrive au stade de non, c'est encore récent. Sylvain, c'est vraiment... Après, il faut interroger la qualité de ce synthétique aussi. Sylvain, c'est quand même très osé. Ce synthétique est nouveau, puisque ça découle justement, comme Hervé Junior l'a dit, des derniers partenariats à mairie Fekafoot. Qui a pris fin après que le problème Tombiaroko ça s'est complètement arrêté. Et c'est peut-être ce qu'on peut trouver désolant. Mais c'est pourquoi je vous parle d'interroger la qualité du synthétique. Vous savez, si vous ouvrez, c'est une boîte de Pandore. Si vous ouvrez ce débat sur les stades, si les stades Prime Potomac et Fekafoot, c'est vraiment une boîte de Pandore. C'est une façon pour nous de faire un clin d'œil d'ailleurs à l'équipe de Tombi. Alors parlons maintenant de... Je voulais juste dire, l'équipe de Tombi, demain, ça va faire 2 ans. Jour pour jour, qu'ils font partie de la Fédération camerounaise de football. 23 août 2017, 23 août 2019, regardez tout ce qui s'est passé. Il y a même une suspension à vie. Quelle mémoire, Hervé Junior. C'est pas pour rien que vous êtes règle de Radio Sport Info ici à Douala, donc ça fait 2 ans que Tombi et toute son équipe sont partis. Bon, il y a certains qui sont encore là.
fédération, chef de protocole et autres. Non, je même pense si qu'il est parti aussi. Le comité Monsieur d'éthique. Tamon, Monsieur Tamon Oui, a été le comité mis de côté. d'éthique. 5 ans. Ouais, Il y a certains qui répondent. répondent même plus au téléphone. Ouais, le comité d'éthique s'est attardé sur son cas dernièrement avec les derniers sanctions. Il était encore là, il a même sauté en Égypte, il était en l'air. Dans tel cas, on a encore 1 minute pour parler de l'enjeu sportif cette fois-ci. Alors, on aura affaire à une belle fête quand on regarde les différents représentants de région. Le littoral va aligner AS Dibamba dans une poule à 4 avec, plus Volcan du Noun, Rizière du Noun. Un volcan peut cacher. Rizière du Noun sera là. Gaoundéré FC et c'est un nom compliqué quand même. C'est Biron Banet. Biron Banet Du Sud. Ouais. C'est vrai qu'ils m'ont dit que j'ai mal prononcé le nom de l'équipe dernièrement. Je m'en excuse si tu n'es pas habitué. Moi, je connaissais Biron Boulou. Ben là, c'est Biron Banet. Voilà, dans le groupe A, 4 équipes et puis 3 équipes dans les autres groupes. Même sur le plan sportif, il n'y aura pas... Sur le plan sportif, quelles sont les régions favorites là? On a régulièrement des régions qui sont toujours en tête, non? Hervé Junior, on a le littoral, l'ouest et le centre, parfois, mais cette fois, est-ce que... Le sud. Le qui a réussi à passer mais avec Vous pensez que quelle est la région qui non, il n'y aura aucun enjeu, si vous voulez, il n'y aura aucun enjeu sur le plan sportif. Je vous explique simplement. Pourquoi vous êtes défaitiste comme ça? Non, ce n'est pas un problème d'être défaitiste. Lorsque vous voyez la composition des poules, vous comprenez qu'on veut bâcler. On veut bâcler pour que ça finisse vite. On sort 3 par... Ça va se jouer en... Oui, mais les clubs, les clubs sont concernés. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? En termes de nombre... Toi, tu parles des organisateurs. Non, je parle de la compétitivité maintenant. C'est-à-dire, vous avez une poule à 4, 2 poules à 3 équipes. À 3 équipes sur le plan de la compétitivité en termes de nombre de matchs, vous qui aimez souvent parler. Mais ça a toujours été comme ça, non, Sylvain? Non, c'est-à-dire, vous avez 10 équipes, vous les organisez en 2 poules, vous sortez les 4 premiers, vous faites des croisés. Honnêtement, c'est beaucoup plus compétitif. Depuis quand on n'a pas fait ça? Oui, mais Sylvain, il y a un problème de calendrier quand même, non? Mais c'est pourquoi j'ai dit... Ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, voilà, ça aurait été mieux, plus compétitif, plus engagé, que si on avait fait sur cette formule. Donc sur la formule actuelle, c'est beaucoup plus bâclé. Vous jouez 2 matchs, vous gagnez 2 matchs et puis vous montez. Ça en allait simple, hein? En allait simple en plus. Donc c'est trop court. Sur le plan de la compétitivité, une équipe ne peut pas sortir de là vraiment. Surtout que vous disiez tout à l'heure, on les prépare déjà au professionnalisme, comme vous dites. L'objectif, non, c'est pas en 3 matchs, en 4 ou en 5 matchs qu'on va acquérir le niveau professionnel. Je suis d'accord avec toi qu'on peut trouver une formule meilleure, peut-être celle que tu es en train de proposer. Elle donnerait... Ou bien jouer en aller-retour, simplement. Elle donnerait comment dire, des chances égal à tout le monde. Je vais dire à peu près égal à tout le monde. 2 poules de 5-5. Oui, 2 poules de 5. 4 premiers ont-ils les 3. Formé championnat et puis les playoffs. Oui, les barrages, les demi-finales, les trois meilleurs vont monter. Peut-être la formule elle est meilleure. À une certaine époque, c'est de cette manière à peu près qu'on dispute les interpools. Maintenant, le but, l'objectif des interpools, ce n'est pas de rendre les gars très compétitifs, c'est de désigner les trois équipes qui vont monter. Il faut simplement que la formule soit une formule à peu près correcte pour qu'on puisse y arriver. Bon, déjà... La compétitivité, on peut s'en passer. Donc, le groupe de 4 me semble déjà plus ou moins, c'est différent de toute façon de ce qu'on va retrouver dans les groupes de 3 équipes. Oui, dans les groupes de 3 équipes, dès que tu as perdu un match, mon ami, c'est compliqué. Oui, ça devient extrêmement compliqué. De toute façon, quand tu as perdu un match, il devient difficile pour toi d'envisager d'être premier. Oui, bon, sauf si je te gagne, tu gagnes l'autre mois. Et là, ça va se jouer au règlement. Oui, là, on va évoquer le règlement. Dans le groupe de 4, cependant, on a 3 matchs à jouer. Donc on a plus de chances de se relancer. Après, oui, on peut invoquer alors, monsieur, un joker. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, enfin, tennis toute table. Hervé Junior, maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir justement pour la suite? Qu'est-ce qu'on souhaite à ces interpools-là? Beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Moi, je ne suis pas défaitiste. Vous avez sorti le mot tout à l'heure. Moi, je pense que les gens ont besoin de jouer. Les gens veulent jouer. Contrairement à c'est une minorité qui veut saper le moral des amoureux du foot, le moral même du pays. J'ai envie de dire. Moi, je pense que c'est une minorité. Il y a des gens qui pensent encore positif. Non. Il y a des gens qui pensent que c'est encore possible. Les joueurs veulent jouer. Les entraîneurs ont fait le déplacement. Il y a des gens qui... Ce soir, j'ai de la peine pour les encadreurs de Volcan.
C'est pour eux que j'ai de la peine, parce que c'est mettre complètement une saison en l'air pour des gens qui se sont qualifiés justement il y a très longtemps. Vous avez le temps de leur dire depuis que vous n'y allez pas. Les gars sont pendant 2 mois. à quelques heures d'un bonheur rêvé et vous leur dites de reprendre leurs affaires et de repartir On ne sait pas si Volcan du Nord va Foumban. s'arrêter là parce qu'ils ont possibilité de faire un recours, d'introduire un recours. Mais du tout côté ça de- pourquoi? C'est pour du gagner côté du de- temps. Oui, Est-ce le que ça temps- va prospérer? quand vous faites le recours, on ne va pas attendre que la compétition, à Tout moins à qu'on fait. nous sorte le coup de, Oui, vous faites votre recours de naturellement. la Ligue 2, niveau de la des CCA, playoffs down avec Union, où on CCA, a ils dû peuvent avoir gain de décaler un course match. et qu'ils soient Faut attendre une dédommagés. Parce décision. que là, je ne pense pas qu'ils seront dédommagés pour l'instant. Mais s'ils ont gain de course, Fofo n'a pas encore été dédommagé, jusqu'à jusqu'aujourd'hui. C'est même qu'on dit, dernier mot aujourd'hui. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on souhaite? On ne peut que souhaiter qu'au sorti de Vous là. encouragez pas trop les recruteurs à aller à Berthois. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils iront voir là-bas, mais bon, Ils devront y aller. ils ne verront rien. Mais bon, on peut quand même souhaiter que l'équipe du littoral, la Zibamba, puisse s'en sortir. Se qualifier pour Elle est la bien Ligue partie, 2. en tout Merci cas. à vous, coach Martin Billen Tonga. On souhaite donc du bonheur à votre épouse et votre maman qui fête l'anniversaire aujourd'hui. On va aller continuer la fête ici à Aqua Insomnia tout à l'heure. Vous allez nous inviter dans tous les cas. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir à tous dans vos maisons jusqu'à très tard ce soir sur les antennes de Canal International. Le rendez-vous est pris tous les jeudis de 21h30 à 23h. On pose la problématique du sport dans Questions de sport. À la prochaine.